Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Citroën C4 Picasso. La suspension de la voiture est simple, solide et assez fiable. Les biellettes de barres stabilisatrices sont des consommables, comme partout ailleurs. À l'avant, avec des kilométrages de l'ordre de 60 000, les silencieux arrière du levier et les paliers de support des jantes de force tombent en panne, et à l'arrière, avec des kilométrages allant jusqu'à 100 000 et demi, il suffit de surveiller l'état des supports inférieurs d'amortisseurs. D'autres investissements supplémentaires sont possibles, par exemple, dans le remplacement des blocs silencieux de la poutre arrière et des ressorts d'éclatement. Le kilométrage avant remplacement peut, bien sûr, être nettement plus court si la voiture était surchargée, et il s'agit d'un minibus, après tout, donc cela arrive. Certaines voitures étaient équipées d'une suspension pneumatique à l'arrière, mais le système s'est avéré peu fiable. La pompe et les cylindres pneumatiques pouvaient tomber en panne jusqu'à 100 000 $. En règle générale, personne ne répare complètement les pneumatiques, il les remplace par des ressorts ordinaires. À propos, ils ne sont pas toujours originaux, l'agriculture collective est courante, les remplaçant par des sources, par exemple de Schnivy. La direction avec direction assistée électrique ne pose généralement pas de problème pendant très longtemps, mais avec plus de 250 courses, vous devez examiner de plus près la pompe et la crémaillère pour déceler les fuites. Les fuites de la pompe peuvent entraîner une défaillance du système électronique et le câblage de la pompe elle-même peut subir des accidents mineurs dus à une installation infructueuse. La crémaillère est assez fiable. Avec un kilométrage élevé, les bagues latérales s'usent, mais les fuites et les pannes complètes sont rares. Les voitures sont strictement à traction avant et ne posent aucun problème mécanique. La durée de vie des joints homocinétiques est généralement de 300+, les entraînements sont durables, les cannelures ne rouillent pas. Il existe très peu de voitures équipées d'une transmission manuelle, et presque toutes sont équipées d'un moteur 1.8, qui n'était pas du tout équipé d'autres transmissions. La boîte de vitesse BE4 de la Citroën C4 s'est révélée assez fiable. Les problèmes sont principalement causés par l'entraînement du câble de changement de vitesse et, parfois, par le mécanisme de changement de vitesse lui-même. Les roulements tombent en panne très rarement, même en cas de kilométrage élevé ou lorsque le niveau d'huile est trop bas. Cela vaut la peine de surveiller son niveau. Après plus de 150 courses, la boîte de vitesse commence déjà à transpirer activement avec tous les joints. La transmission manuelle à 6 vitesses ML6 se retrouve sur les moteurs diesel, elle est également sujette aux fuites, mais sa durée de vie est généralement plus longue et elle est plus difficile à casser. Il existe deux types de transmission automatique sur la C4, la célèbre transmission hydromécanique de la série AL4 et la transmission automatique robotisée EGS6 dont la conception est bien plus intéressante. Mais l'EGS6 est une unité unique à sa manière. Le nom lui-même est une abréviation de Electronic Gear Shift, et le chiffre 6 indique le nombre d'étapes. Il s'agit d'une transmission automatique manuelle robotisée avec un embrayage, mais elle est robotisée non pas par de simples mécanismes à entraînement électrique, mais par un système hydraulique à haute pression, un peu comme les robots des voitures de sport ou Fiat et Alfa Romeo avec leur Célespeed. À propos, le fournisseur du système pour Citroën est le célèbre Magneti Marelli, tout comme les Italiens. À quoi sert l'hydraulique ? Les changements de vitesse peuvent être effectués très rapidement, si vous le souhaitez. Un cycle de changement de vitesse complet prend 0,35 secondes et le temps de pause en traction, lorsque le couple n'est pas transféré du tout, est inférieur à 0,15 secondes. C'est vraiment rapide et permet donc d'éviter bon nombre des problèmes inhérents aux robots budgétaires. La pratique a montré que le nombre de pannes de ce système est assez élevé. Heureusement, la plupart des problèmes peuvent être résolus simplement en réinitialisant les erreurs ou en s'adaptant via les scanners Diagbox, Lexia. En général, la ressource n'est pas si mauvaise, mais il y a suffisamment de nuances. La conception est basée sur la transmission manuelle de la série ML6C, mais avec des synchroniseurs renforcés dans tous les rapports et son propre mécanisme de changement de vitesse. La conception elle-même est très fiable. L'installation de synchroniseurs renforcés et l'utilisation d'un volant bimasse et d'une commande automatique ont le meilleur effet sur la ressource. Mécaniquement, les problèmes surviennent principalement du fait de l'usure du volant bimasse ou chez ceux qui aiment rouler tout le temps en mode sport. Dans ce dernier cas, des synchroniseurs encore plus durables ne peuvent pas y résister, et après un kilométrage d'environ 100 000, vous pouvez déjà rencontrer une usure des synchroniseurs et des accouplements. Le volant bimasse ici n'est pas très fiable et il n'est pas bon marché, donc après 100 000 km, vous devriez écouter les bruits de cognement au ralenti.
Dans ce cas, dans des conditions favorables, l'embrayage peut durer jusqu'à 200 000. L'usure des garnitures ne se produit que lors d'un travail de longue durée avec un système partiellement réparable. Mais la durée de vie de la butée de débrayage est très fluctuante, il arrive qu'avec des courses inférieures à 100 000, elle fuit ou se coince, endommageant le panier. Les artisans malins essaient de le changer autant que possible, par exemple lors du remplacement du joint d'huile moteur arrière ou de la dépose de la boîte de vitesse pour entretien. Même avec des coups de bélier dans le boîtier, il peut simplement être expulsé, mais ce sont des cas littéralement isolés pour ce boîtier, même si cela s'est produit souvent sur le GS5. Les principales difficultés de ce robot ne proviennent pas de la partie mécanique de la box, mais de l'hydraulique et de l'électronique. Une boîte de vitesse défectueuse signifie généralement que quelque chose ne va pas avec le système hydraulique. Certes, il peut s'agir de banales ampoules de feu de recul grillées, mais pour la plupart, les erreurs sont plus graves et plus coûteuses à réparer. La première chose qu'un propriétaire de GS devrait apprendre est que l'huile de l'entraînement hydraulique de la boîte doit être tutela et qu'elle doit être changée fréquemment, de préférence tous les 10 à 15 000 km. Il n'y a pas de filtration d'huile normale dans le système et les performances de la pompe et le fonctionnement des solénoïdes dépendent fortement de sa propreté. Pour un remplacement complet, 400 ml suffisent. Certes, si vous avez des gelées de -20 en hiver, les huiles italiennes devront être remplacées par autre chose, car après -10, elles deviennent très épaisses et le système commence à mal fonctionner. Si l'huile n'est pas changée, les problèmes commenceront à des températures proches de zéro. En plus de l'huile, il faut penser à l'usure de l'accumulateur hydraulique. Si vous constatez que la pompe a commencé à démarrer trop souvent, mieux vaut la changer. Sinon, la pompe mourra ou les joints s'enfonceront, et les réparations seront alors beaucoup plus coûteuses. L'électronique de cette génération de GS est devenue assez fiable, mais les capteurs de position du mécanisme de sélection des vitesses ont une durée de vie limitée, et le câblage de l'appareil est très capricieux, et ces pannes surviennent assez souvent si le service ne sait pas comment gérer il. En général, s'il existe un service spécialisé et une mécanique soignée, ce type de transmission automatique a droit à la vie. La boîte de vitesse est moyennement fiable et peu coûteuse à entretenir au moins jusqu'à 200 plus courses. Mais toute panne entraîne généralement son inopérabilité totale, et la plupart des problèmes surviennent en hiver, lorsque toute sa fiabilité est requise de la part de la machine. La disposition étroite avec un pare-brise en surplomb rend l'entretien des moteurs un peu plus difficile, mais les moteurs Citroën ont traditionnellement été configurés pour un entretien strictement par l'avant. L'essentiel est de se souvenir des caractéristiques électriques des machines et de l'emplacement de l'unité BSM dans le compartiment moteur. Ils n'aiment toujours pas l'eau et la saleté, et la durée de vie limitée du relais avec des kilométrages supérieurs à 200 000 affecte la fiabilité de toutes les unités. La majeure partie des moteurs du C4 Picasso sont des moteurs magiques, de la famille Prince, non pas atmosphériques, mais suralimentés. Comme vous le comprenez, ils ne posent pas beaucoup de problèmes, mais beaucoup. En moyenne, ces moteurs demandent de l'argent avec un kilométrage de 60 000 km, et à partir de 120 000 km, ils nécessitent souvent des sommes importantes pour les réparations, et le C4 ne fait pas exception. Je vous rappelle qu'il n'existe quasiment pas de moteurs sous contrat, les dernières générations de ces moteurs ne sont guère meilleures, et une amélioration radicale de la situation en abaissant la température, un entretien plus fréquent et le choix d'une huile plus résistante n'est possible que si la voiture était immédiatement modifiée et entretenue, comme il se doit, et non comme recommandé par le fabricant. Du coup, la C4 avec Prince demande beaucoup d'argent, le coût de fonctionnement sur une longue période sera comparable à la prime allemande. Les anciens moteurs EW10 et EW7 de 2,0 et 1,8 litres, au contraire, sont très durables, fiables et même peu coûteux à exploiter. Leurs principaux problèmes sont simples et banals: fuite, problème de câblage, fuite, panne de module d'allumage. Avec des soins de plus ou moins haute qualité, leur durée de vie est supérieure à 350 000 km. S'ils tombent soudainement en panne, ce n'est pas grave, il y a beaucoup de moteurs d'occasion, ils sont bon marché et la durée de vie résiduelle est tout à fait correcte. Ils ont été trouvés sur la C5 et d'autres modèles Peugeot Citroën, et mécaniquement leur dernière version diffère des versions précédentes principalement par la conception de la courroie de distribution et de la culasse, ainsi que par la conception d'éléments tels que la ventilation du carter et les systèmes de refroidissement. Parfois, tout ici n'est pas si fluide. Les tuyaux utilisés ont une ressource très limitée même avec ces moteurs, bien que leur température de fonctionnement ne soit pas élevée. Les fuites d'antigel et les dysfonctionnements de la ventilation du carter ne sont pas rares,
et certains éléments du système sont disproportionnellement chers, ce qui contribue à une variété de fermes collectives. Théoriquement, le C4 Picasso peut être équipé de 2 moteurs diesel, un 2 litres DW10 et un 1.6 DV6, mais en pratique on ne trouve que ce dernier. Il est probablement impossible de trouver une voiture équipée d'un moteur diesel de 2 litres. L'option de moteur principal est le DV6 TED4 de 110 chevaux. Ou une version plus faible DV6 à TED4 avec 90 chevaux. Ils diffèrent peu, la différence réside principalement dans les turbines. Celle de 90 chevaux a une turbine Mitsubishi classique, et la plus puissante a une Garrett à géométrie variable. Dans tous les cas, l'équipement carburant est du Common Rail Bosch. Il existe des options avec et sans filtre à particules, et les dernières éditions étaient équipées d'un système de neutralisation des gaz d'échappement à l'urée et d'un catalyseur. Les moteurs sont sans aucun doute fiables, et disposent également d'une bonne réserve de boost, au moins jusqu'à 160 chevaux, mais ils ont aussi beaucoup de nuances. La turbine dispose d'une ressource relativement courte sur n'importe quelle version de moteur. Ceci est dû à une nuance de conception intéressante. Un filtre miniature est intégré au boulon banjo pour fournir de l'huile à la turbine. Sur les moteurs en marche, il s'encrasse, provoquant une panne prématurée de la turbine. Il est recommandé non seulement de changer l'huile plus souvent, mais également de retirer le filtre au préalable. Une turbine mourante entraîne l'huile dans l'admission, achevant ainsi la vanne de dosage pneumatique. Et sur la version de 110 chevaux, il fait couler de l'huile directement sur le générateur, endommageant son câblage et pouvant provoquer un incendie dans le compartiment moteur. Un autre problème est le bloc de tuyaux de refroidissement de haute technologie. Il n'est pas bon marché et s'use avec le temps, le plastique se fissure et fuit. Et lorsqu'elle est réparée, il travaille souvent dans des fermes collectives, puisque la pièce d'origine coûte bien 250 €. Ou ils utilisent des pièces usagées, ce qui est aussi une solution médiocre, la ressource sera certainement faible. Si les tubes eux-mêmes fuient, ils sont simplement remplacés par des tuyaux adaptés. Et en Biélorussie, ils fabriquent déjà des raccords séparés qui vous permettent d'assembler vous-même un bloc de tuyaux. La coquefaction de l'admission avec de la suie est également une chose courante, le GR fonctionne ici activement. Le GR lui-même est assez fiable et tombe en panne moins souvent que la moyenne dans un hôpital. La longue durée de vie de la courroie de distribution oblige les propriétaires à économiser de l'argent. Ils essaient souvent d'atteindre le kilométrage de 120 000 pour le remplacement. C'est une mauvaise idée. La ceinture risque de ne pas résister au froid. La chaîne de distribution utilise également une chaîne pour relier les arbres à cames, dont il faut également se rappeler la durée de vie. Parfois, elle commence à faire du bruit avant même que la courroie ne s'use. Et les arbres à cames présentent souvent des écailles sur les cames avec des kilométrages supérieurs à 200 000. Mais ce défaut est typique des voitures européennes, dans lesquelles les intervalles de vidange d'huile peuvent dépasser 20 000 km. Sinon, un bon moteur avec un groupe de pistons, un vilebrequin et une pompe à huile solide. La rareté des revêtements soulevés est principalement associée à une surchauffe importante. Grâce au système de contrôle du niveau d'antigel peu fiable et à l'absence de surchauffe notable à faible charge. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Citroën C4 Picasso. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.